Bienvenue à tous à cette présentation. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, moi, je vous parle de la confidentialité différentielle. Et puis, comment j'ai préparé ça, c'est vraiment, comme on disait, là, une introduction non technique. Et puis, c'est-à-dire que je vais avoir 3, 4 équations en tout dans la présentation, puis on va prendre le temps de les comprendre en détail, là. Et donc, le plan, en fait, c'est je vais commencer par pourquoi la confidentialité différentielle. Donc, une discussion un petit peu plus générale sur la confidentialité, puis ensuite expliquer d'où ça vient cette idée-là. Ensuite, la section sur vraiment qu'est-ce que c'est la confidentialité différentielle. Et puis, je vais parler un petit peu de comment on peut réussir à l'obtenir, à la garantir. Alors, voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Donc, pourquoi la confidentialité différentielle? Bien, en fait, moi, j'approche cette idée-là d'un point de vue de statisticienne. Là. Donc, en fait, nous, on participe souvent à la collecte de données et puis on se ramasse souvent avec 2 objectifs contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on collecte des données pour lesquelles on va faire une promesse de confidentialité aux répondants. Donc, vous êtes sûrement fait dire là, plusieurs fois dans votre vie quand vous avez participé à une enquête ou à une étude que les réponses sont conservées confidentielles, ne sont utilisées qu'à des fins statistiques. Donc, ça, c'est un des objectifs. Mais de l'autre côté, on veut que les données soient utiles. Donc, on a aussi un objectif que les rapports, de publier des rapports avec les données ou parfois même de rendre les données complètement publiques. Publiques soit avec la population en général ou soit au moins de les partager à des chercheurs qui vont faire des choses avec les données pour vraiment apprendre quelque chose des données. Et puis, les 2 objectifs sont aussi importants l'un que l'autre. Si on n'a pas la confidentialité, les gens ne vont pas vouloir partager les données avec nous et elles ne seront pas utiles. Mais en même temps, elles sont un petit peu contradictoires parce que si je veux avoir une confidentialité parfaite, je n'utilise pas les données. Et si je veux perdre aucune utilité, j'ai juste à ne pas me soucier de la confidentialité. Et donc, en fait, là, il y a toute cette question-là de s'assurer de respecter la promesse de confidentialité en utilisant les données collectées. Et disons, la solution comme intuitive qu'on peut avoir, c'est de se dire, je vais anonymiser les données. Je vais enlever toutes les variables qui pourraient me permettre d'identifier quelqu'un, son nom, le numéro d'assurance sociale, son adresse, tout ce qui pourrait vraiment identifier une personne. Et puis, on pourrait penser que ce serait suffisant. Et on pensait peut-être, il y a un moment, que c'était suffisant, mais ça devient clair que ça ne l'est pas. Et là, je vous donne juste un tout petit exemple, en fait, qui est très connu là, et qui est quand même vieux. Là, ça date de 2009, cet article. Mais il y a un concours, tout le monde connaît Netflix là, pour écouter les émissions de télé, les films. Netflix avait ouvert une espèce de gros concours pour les aider à améliorer leur algorithme de prédiction. Et donc, en fait, il s'agissait d'essayer là, de prédire les préférences d'individus pour certaines émissions de télévision et films. Et pour faire ça, ils avaient partagé des données. Et les données, c'était complètement anonymisé. Là. Tout ce qu'on avait, c'était finalement de l'information sur les évaluations que les gens avaient données à différentes choses qu'ils avaient visionnées. Mais là, vous voyez, il y a eu en fait une poursuite suite à ce concours-là. Ce qui se passe, c'est que c'était possible d'utiliser les informations dans le jeu de données Netflix et de les croiser avec d'autres informations qui sont disponibles en ligne. Donc, par exemple, il y a OpenDB. Là, je ne sais plus si je l'ai appelé du bon nom. Bon, je m'excuse. Il y a une base de données, IMDb, c'est ça. IMDb, une base de données où on peut aller écrire finalement nos évaluations sur des films qu'on écoute. Et là, on le fait de façon publique. Mais si quelqu'un réussit à faire le lien avec la base de données Netflix, c'est possible pour lui d'apprendre des choses sur des films qu'on n'avait pas voulu, disons, évaluer publiquement. Et donc là, en fait, ici, c'est-à-dire que le jeu de données partagé par Netflix va permettre d'avoir de l'information sur des individus que les individus ne voulaient pas nécessairement partager. Donc ici, on peut imaginer, disons, le type de film que quelqu'un avait écouté qui laissait couler des informations peut-être sur son orientation sexuelle. Mais bref, il y a eu vraiment une plainte officielle à ce sujet-là, une poursuite. Et en fait, Netflix ont dû canceller tout simplement là, la deuxième partie de leur concours.
Donc, en fait, le premier concours a eu lieu. C'est quand même intéressant d'un point de vue statistique, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire, là, mais ensuite, d'un point de vue confidentialité, ça a dû être cancellé. Donc, anonymiser, même quand on se dit il n'y a aucune information, et ce n'est pas nécessairement suffisant parce qu'il existe de l'information à l'extérieur qu'on peut peut-être utiliser pour identifier les gens. Bon, deuxième essai, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait se dire, ben, je vais seulement donner de l'information agrégée. Donc là, Netflix avait quand même partagé de l'information au niveau de l'individu, mais si je fais juste publier des moyennes, des totaux, des résultats de régression linéaire, peut-être que je n'aurai pas de problème de cette façon-là. Bon, malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours dans tous les cas. Et là, c'est encore quand même un article là, qui est un petit peu qui date, là, mais c'est un article qui a quand même été important. C'est qu'on a montré, et je vous ai mis en gros une des phrases, en fait, c'est qu'ici, là, on partageait de l'information sur l'ADN des individus. Mais ce qu'on voyait, c'est que même partager des statistiques, là, comme poser des statistiques, donc pas de l'information individuelle, par exemple des fréquences sur certaines allèles, ben, ça ne permettait pas de complètement bloquer l'identité des individus. Et là, ben, il y a tout plein de détails techniques sur comment on réussit à réidentifier les gens, dans quelles circonstances et tout ça. Là, je n'irai pas en détail là-dedans, mais ce qui est important de savoir, en fait, c'est que suite à cet article-là, le NIH a enlevé toutes les données génomiques agrégées de son site Internet à ce moment-là. Et je dois admettre que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé depuis, là, si on a trouvé une autre façon de les partager. Mais le point est que même avec des données agrégées, ça peut être plus complexe qu'on pense d'assurer qu'on satisfait la confidentialité. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bien, en fait, l'idée, c'est vraiment de balancer les risques et les avantages de partager des données ou des résultats d'analyse. C'est-à-dire qu'on a quand même compris qu'on ne peut pas s'assurer qu'on n'aura aucun problème de confidentialité. Il s'agit de balancer les avantages et les risques. Et je partage avec vous, justement, le Statistique Canada ont développé récemment un nouveau, une nouvelle façon de réfléchir à leur collecte de données là, avec le principe de nécessité et proportionnalité. Donc, c'est un petit peu ça le concept, là, c'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de réfléchir pour chaque donnée qu'on collecte ou chaque donnée qu'on partage, à quel point elle est vraiment nécessaire, et puis s'assurer que le risque qu'on risque d'encourir en partageant cette information-là, bien, finalement, ça balance avec l'utilité de la donnée. Donc, il y a un tout nouveau cadre là, qui est quand même réfléchi beaucoup à cette question-là. Nous, on va rester là, vraiment dans un truc pas mal plus technique que cette grande idée-là, là, mais juste pour vous donner une idée que c'est ce qu'on fait en pratique. On va vraiment devoir balancer les risques et inconvénients parce qu'il n'y a pas de risque zéro. Mais il existe quand même plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour essayer de diminuer les risques de divulgation. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, première chose, c'est qu'on va limiter l'accès aux données. Donc, ça, c'est pas très technique, pas très complexe, mais il va y avoir des contrats, il va falloir appliquer pour avoir accès aux données. Parfois, ça va se passer avec des accès à distance qui sont contrôlés. Donc, on n'aura pas vraiment accès aux données, mais on va avoir accès aux données via une espèce de plateforme qui nous donne accès seulement à certaines données. Parfois, il faut se déplacer pour aller voir les données ailleurs. Donc, il y a toute cette stratégie-là de limiter l'accès aux données qui est utilisée depuis quand même très, très longtemps pour avoir la confidentialité. On peut aussi essayer de modifier les données qu'on va présenter, donc soit les données agrégées ou soit les sorties statistiques. Ou soit même là, les données brutes aussi, on peut essayer de les modifier. Donc là, il y a tout je n'irai pas en détail dans ces méthodes-là, mais je voulais juste que vous voyez qu'il y a vraiment tout un historique statistique de méthodes de confidentialité, de méthodes de gestion de la confidentialité. Donc, des fois, on va prendre des sous-échantillons. Parfois, dans un tableau, on va masquer certaines cellules. Donc, si vous êtes déjà allé sur le site de Statistique Canada, là, chercher des données, bien, des fois, ça arrive qu'il y a une cellule qu'on nous indique qu'on ne peut pas nous fournir la valeur dans cette cellule-là pour cause de confidentialité. Des fois, on va recoder des variables catégoriques pour regrouper des catégories. On va on va mettre une valeur maximale possible dans un jeu de données. Par exemple, tout le monde qui a plus de 90 ans, je ramène leur âge à 90 ans pour que ça soit plus difficile d'identifier des gens. Donc, il y a toutes sortes de méthodes qui ont été utilisées, quand même, disons, de par le passé et encore aujourd'hui, pour essayer d'obtenir la confidentialité. Et la méthode un peu plus extrême, là, qui est devenue un petit peu plus populaire récemment, c'est de créer vraiment des jeux de données synthétiques.
Donc là, l'idée, c'est que je vais essayer d'apprendre le plus possible l'information statistique contenue dans mon jeu de données original, puis je vais créer un jeu de données synthétique, finalement, qui aurait les mêmes, des caractéristiques statistiques similaires. Et là, il y a plein de façons de faire ça. Là, on pourra avoir une autre discussion complète à ce sujet-là. Mais donc, ça, c'est des ensembles de stratégies qu'on utilise pour garantir la confidentialité. Mais toutes ces stratégies-là, en fait, ne viennent pas avec des garanties là, directes de confidentialité. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est essayer de mesurer la protection qu'elles apportent. Et encore là, il y a tout un historique des travaux là, académiques et des travaux dans les agences statistiques particulièrement sur comment essayer de mesurer cette protection-là. Donc, je donne une petite idée de qu'est-ce qu'on fait. Bien, il y a des règles du pouce qui sont quand même fréquemment utilisées. Donc, parfois, là, on va dire, bien, je ne publie aucune cellule qui a moins de 5 individus. Et il y a d'autres règles là, que je ne vous expliquerai pas ici, mais c'est comme des règles du pouce pour savoir si mon jeu de données, finalement, semble plutôt problématique d'un point de vue confidentialité ou si ça me semble correct. Donc, ça, c'est quand même utilisé là, encore par plusieurs agences statistiques. Il y a beaucoup de travail qui a été fait sur l'estimation de la probabilité de réidentification. Donc, on va essayer de voir si j'ai un individu qui est unique dans l'échantillon, est-ce qu'il est aussi unique dans ma population? Auquel cas, ça serait un peu plus facile, finalement, de faire de l'inférence sur l'individu. On va essayer aussi de voir est-ce que c'est facile de coupler ma base de données avec une autre base de données pour voir si je serais capable de réidentifier quelqu'un dans une base de données publique ou d'apprendre plus d'informations sur cette personne-là. Donc, ici, là, il y a plusieurs modèles statistiques qui sont utilisés pour ces choses-là et il y a quand même beaucoup de travail sur cette idée d'essayer d'estimer la probabilité de réidentification. Et une autre façon de mesurer, là, disons, qui vient un petit peu plus du domaine informatique que du domaine statistique, c'est qu'on réfléchit à des attaques, disons, différentes attaques sur les jeux de données pour essayer de trouver de l'information. Et cette idée-là, là, de résister à différentes attaques sur les jeux de données, ça a mené quand même à plusieurs, finalement, mesures de confidentialité ou définitions de confidentialité. Je vous en mets quelques-unes ici là, qui sont un peu les précurseurs finalement à la confidentialité différentielle dont on va parler aujourd'hui. Mais il y a quand même un très grand domaine d'études sur comment mesurer finalement la protection que mes différentes stratégies de confidentialité m'ont donné. Mais toutes ces mesures-là viennent avec différentes faiblesses. Là, et puis là, je vais y aller en vrac avec différentes faiblesses de ces approches-là. Je n'essaierai pas de dire exactement quelle approche a tel problème, là, mais juste en vrac, les problèmes qu'on peut voir en général, c'est certains cas, on a des estimations. Donc, ce ne sera pas vraiment des garanties. J'estime une probabilité de réidentification, mais je ne peux pas vraiment garantir, disons, que j'empêche la divulgation. Parfois, un des problèmes, c'est que les détails des stratégies ne peuvent pas être divulgués. Donc, par exemple, on va vouloir rajouter du bruit sur des valeurs dans un jeu de données pour modifier un petit peu l'observation, mais on ne sera pas prêt à dire quelle distribution on a utilisée pour obtenir le bruit parce que ça diminuerait un petit peu la qualité de la protection. Donc, il y a plein d'exemples comme ça en statistique où, en fait, certaines méthodes, là, on ne va pas donner tous les détails sur comment ces stratégies ont été implémentées. Il y a aussi des hypothèses qu'on fait sur les ressources de l'adversaire. Donc, quand je parlais d'essayer d'estimer les probabilités de réidentification, on va devoir faire des hypothèses sur les données que l'adversaire pourrait connaître, sur les connaissances de l'adversaire, sur sa puissance de calcul. Donc, il y a plein, disons, d'hypothèses qu'on doit faire et une grande partie du travail des statisticiens qui réfléchissent à cette question-là, c'est aussi d'essayer de mettre des balises un peu sur qu'est-ce qu'on pense que l'adversaire pourrait vraiment connaître et ensuite d'utiliser ça pour faire les calculs. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de travail de ce côté-là qui est nécessaire pour vraiment bien mesurer le risque de divulgation pour nos informations. Et il y a aussi des hypothèses qu'on fait sur la sensibilité des variables mesurées. C'est-à-dire que souvent, la plupart des travaux ici vont considérer que certaines variables dans le jeu de données ne sont pas vraiment confidentielles ou que ce n'est pas vraiment très grave si on les rend publiques, alors que d'autres sont plus sensibles. Donc, par exemple, le salaire pourrait être considéré comme plus sensible, mais peut-être que
ma résidence là, de façon géographique, disons, dans une ville, c'est peut-être pas sensible. Mon groupe d'âge, c'est peut-être pas sensible. Donc, à chacune de ces... à chaque fois qu'on va essayer de faire des estimations des probabilités de réidentification ou des choses comme ça, on va souvent faire une division là, de variables qui me permettent d'identifier les gens puis de variables qui sont sensibles. Mais ça peut être problématique parce que, par exemple, dans l'exemple de Netflix que je vous ai présenté au début, est-ce qu'on aurait pensé, a priori, que mes notes ou mes évaluations sur des films et des émissions que j'ai étaient des variables très sensibles? Donc, des fois, on ne va peut-être pas y penser ou des fois, une variable qui pourrait être sensible pour quelqu'un ne sera pas pour une autre. OK, donc, disons, c'est certaines des faiblesses qu'on peut identifier là, dans les approches historiques là, à la mesure de la confidentialité. Et c'est ici qu'entre en scène la confidentialité différentielle. OK, donc ça va tenter de corriger certains de ces problèmes-là. Bon, évidemment, ça va réussir à en corriger certains, mais on va voir que ça ne règle quand même pas tous les problèmes non plus. OK, donc ça, c'était plus pour un peu l'introduction de pourquoi là, on s'intéresse à la confidentialité différentielle, d'où ça vient ce truc-là. Bon, qu'est-ce que c'est la confidentialité différentielle maintenant? Ben, je vais vous montrer la définition là, mathématique dans quelques instants. Je vais essayer de vous motiver un petit peu là, plus en détail là, la définition avant. Donc, en fait, tel qu'expliqué par les gens qui ont proposé... Ah oui, je pense que là, j'ai... je me souviens plus si la source de l'article va venir à la prochaine acétate, mais en fait, la confidentialité différentielle, ça a été proposé en 2006 par des chercheurs de Microsoft Research. Cynthia Dwork en particulier avec des collaborateurs. Et en fait, quand eux, ils expliquent un peu d'où vient cette idée-là, ben, leur motivation vient d'un article de 1977 d'un statisticien qui travaillait sur, c'est ça, le Statistical Disclosure Control, donc c'est la protection de la confidentialité. Et dans l'article, voici ce qu'il dit. Donc, finalement, lui ce qu'il dit, c'est, disons que je m'intéresse pour un individu à une caractéristique et que sa valeur, c'est des cas. Bon, si je publie une statistique qui me permet de déterminer la valeur des cas plus précisément que sans accès à ma statistique S, alors il y a une divulgation. Et si on prend le temps de lire attentivement cette définition-là, puis qu'on y réfléchit un petit peu, bien, on se rend compte que c'est très, très large comme vision de divulgation parce qu'en fait, ça va même complètement empêcher l'inférence statistique. Donc, par exemple, imaginons là, un exemple qu'on donne souvent. Disons que la caractéristique, c'est de savoir si j'ai un cancer du poumon, par exemple, et que moi, je fais une étude statistique et je publie des résultats. Donc, la statistique, ça pourrait être des résultats d'une analyse statistique qui a démontré que les gens qui fument ont une plus grande probabilité d'avoir le cancer du poumon. Alors, moi, il suffit que pour l'individu K, je sache qu'il fume, que je lise cette étude, et puis maintenant, je vais avoir une meilleure connaissance de la valeur de la caractéristique K parce que je sais qu'il y a une plus grande probabilité d'avoir le cancer du poumon que ce que je savais avant de lire l'étude, avant de voir la statistique S. Okay, donc, ça, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais au final, ça devient difficile avec cette définition-là de séparer qu'est-ce qui est de l'apprentissage sur la population qui m'intéresse, des apprentissages statistiques, là, vraiment, disons, ce que je voulais faire avec les données, versus qu'est-ce que j'apprends sur l'individu spécifiquement. Et donc, la confidentialité différentielle, c'est parti de cette motivation-là, puis ce qu'ils ont proposé, c'est un compromis, en fait. Donc, le compromis, c'est de dire qu'on ne va rien apprendre de plus sur l'individu qu'ils acceptent de participer à l'enquête ou pas. Donc, qu'ils acceptent de nous donner leurs informations ou pas, on ne va rien apprendre de plus. Donc, si on revient à mon exemple ici avec Dallenius, ben, en fait, même si l'individu K décide de ne pas faire partie de l'étude et que ces données ne participent pas à la publication sur le lien entre fumée et le cancer du poumon, ben, je vais quand même faire la même inférence globale. Là. Je vais quand même apprendre qu'il y a un lien entre fumée et le cancer du poumon. Ce n'est pas lui qui a vraiment un gros impact sur cette chose-là. Et donc, en fait, qu'il ait participé ou pas à l'enquête, j'aurais appris cette information. Donc, on va la considérer finalement comme vraiment de l'inférence ou un apprentissage statistique qui était désiré versus la divulgation d'informations confidentielles sur l'individu. OK, donc c'est vraiment
ça l'idée de la confidentialité différentielle, ce compromis-là. Et la confidentialité différentielle vient aussi avec quelque chose de très, très strict, c'est qu'on veut que ce compromis-là soit valide, même si l'adversaire a accès à des données auxiliaires. Et au lieu d'essayer de définir quel type de données auxiliaires on pourra avoir accès, en fait, là, on prend pour acquis qu'il a accès à tout. C'est-à-dire que même si l'adversaire connaît toutes les autres observations de la base de données, on veut qu'il ne puisse pas apprendre rien de plus sur nous à partir de la publication de la statistique qui va être publiée. OK, donc c'est par rapport à ce dont je vous parlais un petit peu, là, estimer des probabilités de réidentification et tout ça, c'est une vision, disons, un peu extrême là, par rapport à ces méthodes-là. Parce que quand on essayait d'estimer les probabilités de réidentification, là, on ne prenait pas pour acquis que la personne extérieure avait vraiment accès à toute la base de données. Alors que, bon, ici, l'idée, ça vient des gens qui étaient un petit peu plus de domaine de la cryptographie avant. Là, donc, il y a quand même cette idée de vraiment avoir des garanties et que la protection ne soit pas dépendante du type de données auxiliaires qui sont accessibles parce qu'en fait, il y a des données qui sont publiées, disons, de plus en plus, là, puis on ne voudrait pas que les données publiées après la publication de notre statistique S puissent venir compromettre la confidentialité. Donc, ça, c'est en mots la confidentialité différentielle. Maintenant, la définition exacte mathématique, c'est ce qui est intéressant aussi avec la confidentialité différentielle, il y a vraiment une définition exacte mathématique. Alors, je vous la montre. On va considérer en fait un mécanisme. Bon, ici, je dénote kappa qui part finalement de l'ensemble possible des bases de données puis qui me donne une sortie dans S. Et donc, le mécanisme va satisfaire la confidentialité différentielle de niveau epsilon. Donc, on voit qu'il y a un paramètre. Alors, la confidentialité différentielle, là, c'est pas soit je l'ai, soit je ne l'ai pas. Il va avoir un paramètre qui va donner un niveau de confidentialité. Puis le fait que c'est le mécanisme, en fait, c'est que la confidentialité différentielle, ce n'est pas une propriété, par exemple, d'un jeu de données ou d'une publication. C'est vraiment la propriété du mécanisme qui aura créé ce jeu de données-là. Et donc, ce qu'on demande, c'est ceci. Donc, en fait, bon, je vais y aller un petit peu plus lentement avec vous. Donc, l'idée, c'est qu'on va s'intéresser à deux bases de données. Donc, D, ce serait mon vrai jeu de données que j'ai collecté. Et D', ça va être un autre jeu de données qui est voisin de celui-là. Dans un instant, je vous donne mes détails. Et donc, ce que je fais, c'est que je suppose que j'applique mon mécanisme au vrai jeu de données et je regarde la probabilité que ce résultat-là soit dans un ensemble A. Et ensuite, je fais la même chose. J'applique le mécanisme, mais à un autre jeu qui est un tout petit peu différent et je regarde la probabilité qu'il soit dans l'ensemble A. Puis, ce que je veux, c'est que ces probabilités-là soient très proches l'une de l'autre. Donc, elles sont bornées ici par E à la epsilon puis E à la moins epsilon. Et je veux que ça soit valide, peu importe, disons ici, l'ensemble A dans S. Et donc, D et D', comme je disais, c'est des jeux de données voisins. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est que D' peut être obtenu en enlevant ou en ajoutant un individu à mon jeu D. Donc, ça revient à cette idée-là -là, qu'on ne veut pas qu'une seule personne puisse avoir un gros impact. Donc, parce qu'en fait, on se disait, on ne veut pas pouvoir apprendre plus sur quelqu'un qu'il participe ou pas au jeu de données ou à l'enquête. Et donc, comment on peut mettre ça de façon statistique ou mathématique, c'est de dire, je ne veux pas que ce que je vais publier dépende trop de la valeur de cet individu-là. Et donc, ici, cette probabilité-là, ça me donne, ça c'est la distribution de ce que je vais publier avec le vrai jeu de données. Puis ici, c'est celle que j'ai publiée avec le jeu où j'ai ajouté ou enlevé un individu. Et donc, je veux que ces valeurs-là soient très similaires pour toutes les valeurs possibles que je vais publier et pour tous les voisins possibles D et D', qui sont un élément de grand D qui est finalement l'ensemble des jeux de données possibles. Donc, je ne sais pas si c'est clair, là, c'est une définition qui est quand même un peu complexe, hein, c'est-à-dire que des fois, on a l'impression de la comprendre, mais ça prend un petit peu de temps avant de vraiment bien saisir toutes les nuances et tout ce que ça veut vraiment dire. Là, disons, dans les premières années, on a quand même vu plusieurs articles où les gens
essayait de faire quelque chose en disant que ça satisfaisait la confidentialité différentielle, mais c'était pas le cas. OK, mais donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Bien, première chose là, aussi à noter, c'est que, bien, une autre chose à noter, c'est que le mécanisme ici doit être aléatoire. C'est-à-dire que n'importe quel mécanisme là, qui va donner une valeur qui n'est pas aléatoire ne pourra pas satisfaire la confidentialité différentielle. Donc, exemple simple, j'ai un jeu de données, je veux publier la moyenne. Ben, ça ne va pas marcher ici parce que si je publie la moyenne avec un individu, je publie la moyenne ici, puis ensuite, je publie la moyenne, mais en ajoutant ou en enlevant un individu. En fait, je vais obtenir, donc dans un cas, disons, la moyenne était 12, ben ici, la probabilité que ça soit 12 va être 1, puis ça va être 0 toutes les autres valeurs. Tandis que dans l'autre cas, disons que je rajoute quelqu'un, la moyenne augmente à 13, ben là, la probabilité de publier 12, c'est 0, parce que la valeur, c'est 13. Donc, il va falloir rajouter un aspect aléatoire là, pour vraiment satisfaire la confidentialité différentielle. Puis tantôt, je vais vous montrer des exemples. Là, pour la moyenne, par exemple, on rajoute du bruit Laplace, puis ça réussit à satisfaire la confidentialité différentielle. OK, mais c'est vraiment une définition qui est, en anglais, on dit là, le worst case scenario. Là, on veut vraiment que ça soit valide, peu importe qu'est-ce que je publie, puis peu importe c'était quoi les deux bases de données que j'avais ici qui différaient par un individu. Toute petite note, ici, je parle d'ajouter ou d'enlever un individu. Vous allez des fois voir des définitions où on parle de modifier les valeurs d'un individu. Il y a quelques années, là, on utilisait ces définitions-là de façon un peu interchangeable. Ça a été un petit peu clarifié là, par la suite que ce n'est pas la même chose. Donc maintenant, on a de bounded differential privacy puis unbounded differential privacy. Je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais ce n'est pas exactement la même chose. OK, donc, je passe beaucoup de temps sur cette stat-là, mais c'est vraiment, en fait, c'est ça la confidentialité différentielle. C'est quelque chose qui est défini super clairement d'un point de vue de mathématiques. Puis pour tout ce qui nous intéresse de faire, on peut prouver ou ne pas prouver que ça satisfait la confidentialité différentielle. Il reste évidemment à choisir un epsilon. Donc, si je prends un epsilon très, très grand, ben, les probabilités, ils peuvent être pas mal différentes, puis ça va marcher, là, parce que E ici, là, E à la 50, c'est rendu assez gigantesque. Là. Donc, à la base, quand c'était proposé, cette idée-là de confidentialité différentielle, on pensait à des epsilon de la taille de peut-être 0,1, 0,01, des petites valeurs epsilon en général plus petits que 1. En pratique, là, dans les applications, on doit parfois utiliser des epsilon qui sont quand même un petit peu plus grands, 1, 2, 3, pour réussir à avoir l'utilité dans nos jeux de données. Donc, ça reste que, même si la définition est super précise, il y a quand même un aspect qui doit être choisi par l'utilisateur et on revient à cette espèce de compromis entre la confidentialité et l'utilité. Mais au moins, on a une mesure vraiment précise et stricte de la protection de confidentialité. OK, donc ça, c'est la définition. J'ai mis ici quelques propriétés utiles. Là, je n'irai pas vraiment trop en détail, mais si vous voulez regarder les stats par la suite, là, la confidentialité différentielle a été choisie, disons, d'un point de vue un petit peu plus théorique, je dirais, là, parce qu'elle a beaucoup d'avantages pour travailler avec cette définition-là. Donc, c'est robuste au post-traitement, c'est-à-dire que si moi, je publie quelque chose qui satisfait, avec une méthode qui satisfait la confidentialité différentielle, bien après, tout ce que vous allez faire avec ce que je viens de publier, je conserve là, la garantie que j'avais avant. Il y a aussi une composition parallèle, c'est-à-dire que je peux prendre mon jeu de données, le diviser en sous-groupes, appliquer une méthode qui satisfait la confidentialité différentielle à chacun des sous-groupes et globalement, je vais avoir une protection là, de niveau qui est le maximum de tous les epsilon. Et ça, c'est le genre de choses qui est utilisé en pratique quand on veut créer des mécanismes qui satisfont la confidentialité différentielle. Bien, parfois, on va travailler avec des sous-groupes d'observation, puis ensuite remettre tout ça ensemble. Donc, c'est une propriété qui est assez utile en pratique. Et il y a aussi une composition séquentielle, c'est-à-dire que si j'ai un jeu de données, là, par exemple, je veux publier la moyenne en utilisant la confidentialité différentielle pour une variable. Et ensuite, peut-être que je veux faire un test d'hypothèse sur cette moyenne-là. Et ensuite, peut-être que je veux faire une régression. Donc, je vais faire différentes choses un après l'autre.
bien, en fait, la composition séquentielle me permet de dire que finalement, le mécanisme global de tous ces mécanismes-là va satisfaire la confidentialité différentielle avec un niveau qui est la somme des niveaux que j'avais pour chacune des étapes. Et là, ça nous amène parfois à parler d'une espèce de budget de confidentialité. Donc, parfois, là, les gens vont travailler avec une espèce de epsilon total, qui est le budget qu'on veut allouer à la base de données. Et puis, on va faire des choses sur la base de données petit à petit. Puis, à un moment donné, on va dire, OK, j'ai atteint le budget total. Maintenant, je ne peux plus utiliser ma base de données pour aller chercher de l'information. Cette idée-là, en fait, amène quand même l'intérêt d'avoir des jeux de données synthétiques à la place parce qu'un coup qu'ils sont créés, ceux-là, ben, je vais pouvoir poser autant de questions que je veux. Mais donc, c'est des propriétés quand même assez utiles à la confidentialité différentielle. Et une dernière note là, sur qu'est-ce que la confidentialité différentielle, eh bien, je veux juste vous mentionner qu'il y a beaucoup d'extensions et de variants. Donc, la première extension là, que j'aurais pu présenter, mais que j'ai omise ici, c'est la confidentialité différentielle approximative. Donc, je ne vous mettrai pas la définition, là, mais en mots, ce que ça demande, c'est que la définition, c'est correct si ce n'est pas respecté pour certains événements qui ont des tout petites probabilités d'avoir lieu. Parce que, bon, en fait, comme je vous disais, la confidentialité différentielle, c'est assez difficile à obtenir quand même. C'est assez strict parce que c'est un worst case scénario. Et donc, on l'a assoupli de cette façon-là. Il y a la confidentialité différentielle aléatoire qui, elle, va demander que la même définition soit satisfaite, mais avec une probabilité par rapport à la distribution des jeux de données possibles. Et en fait, il y en a des dizaines maintenant. Donc, c'est phénoménal. Là. Ça a été proposé en 2006. Puis là, ici, je vous montre un article qui font une taxonomie des différentes extensions. Puis, il y en a quelques dizaines dans l'article. Ça ne comprend même pas une que moi, j'ai proposée, le Bootstrap Differential Privacy, qui n'est pas là. Donc, c'est vous dire à quel point là, tout le monde essaye. La confidentialité différentielle, c'est bien, c'est précis, mais ça reste que c'est quand même difficile à mettre en œuvre dans certains contextes et tout le monde essaye finalement de faire des petites variantes ou de la modifier dans certains cas. Donc, si ça vous intéresse, il y a quand même beaucoup de littérature sur ces choses-là. OK, donc ça, c'est qu'est-ce que la confidentialité différentielle. Et maintenant, je vais juste vous donner une petite idée de comment on réussit à la satisfaire. Donc, en fait, le premier point à comprendre, c'est qu'aucune des procédures statistiques habituelles, à part une petite exception peut-être que je vais vous montrer tantôt, permet, disons, a priori, de satisfaire la confidentialité différentielle. Et donc, techniquement, il faut tout redériver avec cette nouvelle contrainte-là. Et il y a beaucoup de méthodes maintenant qui ont été là, proposées et se basent souvent sur quelques mécanismes un peu plus simples, comme le mécanisme de Laplace, le mécanisme exponentiel, puis la méthode des réponses randomisées. Donc, je vais vous présenter un peu les détails sur deux de ces mécanismes-là qui sont, disons, les blocs qu'on utilise ensuite pour créer des méthodes qui satisfont la confidentialité différentielle pour des statistiques un petit peu plus compliquées. Et donc, le mécanisme de Laplace, en fait, c'est le plus connu. Puis en général, quand on voit confidentialité différentielle, on nous parle de ça. Et donc, il y a comme un peu des fois cette adéquation-là entre confidentialité différentielle et mécanisme de Laplace. Mais en fait, c'est une des façons. C'est peut-être la plus simple, mais il y a d'autres façons. Donc, l'idée du mécanisme de Laplace, en fait, ça s'applique dans le cas où je veux publier le résultat d'une fonction sur mon jeu de données. Donc, par exemple, je voudrais publier la moyenne. OK, donc ici, je donne l'exemple où je veux publier un nombre réel. Donc, disons, je veux publier une moyenne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour satisfaire la confidentialité différentielle de niveau epsilon? C'est que je publie la moyenne plus un bruit Y ici que j'ai tiré d'une loi Laplace avec la variance qui est ici. Donc, en fait, c'est une distribution Laplace avec paramètre delta F sur epsilon. Et delta F, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la sensibilité globale de la fonction. C'est-à-dire que je dois venir calculer si j'ai deux jeux de données dans mon ensemble des jeux de données possibles. J'en ai deux qui sont voisins, c'est-à-dire que j'ai soit ajouté ou enlevé un individu pour obtenir l'autre jeu de données. Bien, je veux voir à quel point ça peut modifier la réponse à ma fonction. Donc, je vais venir regarder finalement la différence entre disons, la moyenne avec mon jeu de données puis la moyenne avec un jeu de données modifié. Et plus cette valeur-là est grande, bien, plus je dois ajouter un bruit avec une grande variance. Et ici, plus mon epsilon est grand, moins j'ai besoin de rajouter de bruit.
Donc, epsilon, on a vu là qu'en fait, plus c'était petit, plus je vais avoir une meilleure, finalement, contrôle de risque de divulgation. OK? Et donc, ça, c'est le mécanisme de Laplace. Là, la preuve n'est pas très compliquée de prouver que ça suit que ça satisfait la confidentialité différentielle de niveau epsilon, mais bon, je ne l'ai pas mis aujourd'hui. Mais je vous mets juste un petit exemple pour vous montrer. Donc, disons que je veux publier une moyenne. D'abord, la première chose, c'est que je dois définir, j'en ai pas trop parlé encore, mais je dois vraiment définir cet ensemble des bases de données possibles. Donc, disons par exemple que je publie la moyenne d'un résultat d'un examen. Donc, chacune des valeurs serait bornée entre 0 et 100. Et ça, j'en ai besoin de cet intervalle-là parce que c'est cet intervalle des valeurs possibles-là qui va décider à quel point ma moyenne peut changer si j'ajoute ou j'enlève un individu dans mon jeu de données. Et donc, en pratique, en fait, ça, c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué là, quand on veut utiliser ces choses-là. Disons, je veux publier la moyenne des salaires, je dois venir borner les salaires. Et là, bon, il y a des méthodes qui permettent d'estimer la borne sur les données que j'ai obtenues et tout ça. Mais c'est important vraiment qu'on doit circonscrire complètement, précisément, avant de voir les données, quelles sont les valeurs possibles pour notre jeu de données. Et donc, disons ici que j'ai 50 personnes. En fait, il se trouve que delta F, ce sera tout simplement 100 divisé par 50, qui est égal à 2. C'est un calcul relativement simple là aussi pour montrer à quel point une personne peut venir influencer la moyenne. Et donc, là, je vous montre un peu qu'est-ce que la distribution que je vais publier. Donc, la loi Laplace, c'est comme une double exponentielle, parfois qu'on l'appelle. Et donc, ça va être centré, ici, j'ai centré à 80. Donc, je prenais pour acquis que la vraie moyenne était de 80. Et donc, si, par exemple, là, je prends un epsilon 1, le plus grand, je vais quand même, avec une grande probabilité, publier 80 ou quelque chose qui est assez proche de 80. Et puis, bon, les queues diminuent rapidement, mais ça se pourrait quand même que je publie 65 au lieu de 80, par exemple. Et plus le epsilon diminue, plus ma distribution s'affaisse et plus finalement, je risque de publier des valeurs qui sont plus éloignées de la vraie moyenne. Et là, j'ai fait exprès de ne pas arrêter le graphique à 100. Et vous voyez qu'à la base, ça serait possible de publier une moyenne qui est supérieure à 100, même si j'avais dit que toutes mes valeurs devraient être entre 0 et 100. Donc, en fait, en pratique, il existe plein de façons d'essayer de régler ce problème-là, plein de variants. Je n'irai pas dans les détails, là, mais c'est ça. Il faut quand même réfléchir un peu à comment on fait ça de façon intelligente. Mais donc l'idée, c'est ça, c'est que je ne vais pas publier la valeur 80, je vais tirer au hasard dans cette distribution-là. Et ça se peut que je tire 82, comme ça se peut que je tire 94. C'est aléatoire. Et ce n'est pas le 82 ou le 94 qui satisfait la confidentialité différentielle, c'est vraiment ce mécanisme duquel je vais tirer ce que je vais publier. OK, donc ça, c'est un mécanisme de base qui est très utilisé en confidentialité différentielle et qu'on peut combiner là, à toutes sortes d'autres mécanismes. La difficulté ici, c'est toujours de calculer delta F. Donc là, j'ai pris un exemple super facile, là, mais si je veux publier, disons, les résultats d'une régression linéaire, je dois être capable de calculer mon coefficient, à quel point il peut changer si j'ajoute ou j'enlève un individu. Donc, ça devient un peu compliqué. Puis en fait, il y a d'autres méthodologies qu'on a développées pour faire la régression linéaire dans ce contexte. OK, juste une petite minute pour vous parler d'une autre méthode qui s'appelle les réponses. En fait, c'est ma traduction. Non, c'est la traduction de statistique et de réponse randomisée. Donc, ça fonctionne sur une variable dichotomique. Et en fait, c'est quelque chose qu'on utilise en statistique depuis très longtemps. Donc, il y a un article ici de 65 qui parle de cette technique-là. Et enfin, on peut montrer que ça satisfait la confidentialité différentielle dans certaines circonstances. L'idée ici, c'est comme de amener la confidentialité à un niveau encore plus tôt. Ce n'est pas une fois que j'ai collecté des données, c'est au niveau de la collecte de données. Donc, c'est quelque chose qu'on utilisait quand on voulait mesurer des données sensibles. Donc, on va voir quelqu'un puis on veut lui demander s'il a déjà fait quelque chose d'illégal ou s'il consomme une drogue ou quelque chose que la personne n'aurait peut-être pas le goût de donner la bonne réponse. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande de tirer une pièce de monnaie où on utilise un autre truc là, qui est aléatoire. Et puis, donc, si c'est pile, ils vont nous donner leur vraie réponse. Mais si c'est face, là, il y a plusieurs façons là, en particulier de le faire, mais disons, dans l'exemple que j'ai ici, on va tirer une autre pièce de monnaie. Si c'est pile, je vais dire oui. Oui, par exemple, j'ai déjà pris telle drogue. Et si c'est face, je vais dire non. Ce
Ce qui fait que quand l'intervieweur me pose la question, bon, moi, je fais mes pièces de monnaie et si je dis oui, l'intervieweur ne saura pas si j'ai vraiment pris la drogue ou si c'était juste, j'ai tiré la pièce de monnaie face pile qui m'a dit de dire oui. OK, donc en fait, ça, c'est utilisé depuis quand même longtemps dans les études de statistiques pour des variables très sensibles. Et l'intérêt ici, c'est qu'on n'a pas besoin de faire confiance même à la personne qui collecte les données parce qu'on ajoute l'aspect confidentialité dès la collecte de données. Et on peut prouver que cette stratégie-là, là, ici avec les exemples précis, ça satisfait la confidentialité différentielle de niveau epsilon qui est égal à ln de 3. Pardon. Donc, et puis, bon, avec différents variants, on peut venir calculer les différents niveaux. Et en fait, ça se trouve que cet algorithme-là est quand même utilisé là, en pratique par des compagnies technologiques, par exemple, qui vont collecter de l'information sur nos ordinateurs. Bien, c'est une façon simple pour eux de dire qu'on va rajouter du bruit à la collecte de données. Donc, vous n'avez même pas besoin de nous faire confiance, finalement, sur comment on va traiter vos données puis comment on va les utiliser par la suite. OK? Et d'autres mécanismes, bien là, en fait, il y en a tout plein. Donc, comme je vous disais, la confidentialité différentielle, bon, differentiate private, simple linear regression. Bien, il a fallu qu'on trouve comment faire ça. Ensuite, ça, c'est un de mes exemples, un de mes articles, on fait de la sélection de modèles dans régression linéaire. Ensuite, ici, on fait du clustering. Ensuite, ici, on fait des support vector machines. Là, on fait de l'inférence bayésienne. Ici, on génère des jeux de données synthétiques. Le point, c'est comme je vous disais, tout doit être refait si on veut satisfaire la confidentialité différentielle. Et tous ces articles-là risquent d'utiliser les mêmes techniques quand même un peu de base. Bien, pas toutes là, nécessairement, mais il y en a plusieurs qui utilisent les mêmes techniques de base. Le bruit de la place, la randomisation, le mécanisme exponentiel dont je n'ai pas parlé, mais tout doit vraiment être refait finalement pour s'assurer qu'on a la confidentialité différentielle. OK, donc ça, c'est le comment. Puis pour terminer, je vous ai juste préparé quelques exemples concrets. Là. Donc, ça, c'est les comment, mais disons d'un point de vue académique. Mais c'est quand même utilisé maintenant en pratique, là, la confidentialité différentielle dans quelques contextes. Donc, d'abord, c'est utilisé quand même par, disons, les géants informatiques. Là. Donc, Microsoft Research, en fait, ben, c'est eux qui avaient commencé à développer la confidentialité différentielle, comme je vous disais au départ. Puis eux, ben, ils vont faire la collection de données de télé. Oh, je ne sais pas comment traduire, télémétrie, j'imagine. Donc, des données de télémétrie de façon confidentielle en utilisant la confidentialité différentielle. Là, ici, on parle de locally differentially private. C'est encore une autre extension qui est quand même utilisée. Là. Donc, c'est ça, comme je dis, c'est rendu vraiment très grand là, le champ de la confidentialité différentielle. Il y a Apple aussi qui utilise ça. Donc, c'est juste ici je ne vais pas dans les détails, là, mais dans les téléphones, il y a aussi la confidentialité différentielle là, qui est inclue à quelque part dans la collecte de données. Et Google aussi là, fait partie d'un intérêt pour la chose. Et en fait, ici, ce qu'on dit, c'est que Google il est en train de finalement rendre disponible pour d'autres personnes des logiciels pour faire la confidentialité différentielle de notre côté. Et enfin, disons, pour un statisticien, un exemple un petit peu plus intéressant, puis vraiment très important, c'est au recensement. Le Census Bureau aux États-Unis, leur recensement de 2020 sera partagé là, à l'aide de la confidentialité différentielle. Donc, le nombre d'individus là, dans différents census tracts là, va être partagé avec la confidentialité différentielle. Je vous montre juste ici une petite date tirée. Donc, il y a tout plein de documentation sur comment ça va se faire. C'est très complexe. Ce qu'ils utilisent, c'est un top-down approach. Donc, en fait, là, vous voyez, là, ils ont un privacy budget. Donc, là, en fait, ça va être divisé à différents endroits. Puis, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent du bruit dans les plus grands endroits géographiques et ensuite, ils vont essayer d'amener ce bruit-là pour obtenir des nombres d'individus dans des endroits plus petits. Mais là, ils veulent s'assurer que ça soit quand même consistant. Donc, quand j'additionne le nombre dans les endroits inférieurs, j'arrive au nombre supérieur. Ici, ils veulent quand même aussi nous donner des valeurs entières de nombre d'individus. Donc, il y a tout plein de contraintes qui font qu'en fait, c'est un gros projet. Là, ça fait quelques années qu'ils travaillent là-dessus. Ils ont créé des exemples avec des données du recensement précédent. Et il y a tout plein d'informations à ce sujet-là, mais disons que pour le monde de la confidentialité, c'est quand même un gros morceau là, que
le recensement décide d'utiliser cette mesure-là de confidentialité différentielle. Mais comme je vous disais, c'est quand même difficile d'avoir une bonne utilité dans certains cas. Donc, eux, dans les documents qui ont rendu publics, les tests qu'ils avaient faits, il y avait un epsilon de 4 dans les tests qu'ils avaient faits avant. Je ne sais pas si c'est ce qui sera utilisé, en fait, pour le recensement 2020. Je ne me souviens plus là, si ça a été confirmé ou pas. Mais la confidentialité différentielle commence, là, disons, à devenir un petit peu plus utilisée en pratique, même dans le domaine, disons, plus traditionnel là, de la gestion statistique dans des agences comme ça ici. Alors voilà, c'est ce que j'avais, disons, préparé pour aujourd'hui. Je voulais garder un petit peu de temps pour des questions, commentaires. J'ai cru voir des trucs dans le chat en cours de route, mais c'est un petit peu compliqué pour moi de les lire en temps réel. Donc, je vais ouvrir ça s'il y a des gens qui voulaient poser des questions.